C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'hommage à Raila Odinga, le rapatriement de la figure historique de l'opposition kenyane a mobilisé des partisans. Des centaines de personnes ont suivi son cortège funèbre dès son arrivée à l'aéroport de Nairobi. Un rassemblement dans un stade a dégénéré. Un mouvement de foule a fait 3 morts. Les détails à suivre. La riposte de Joseph Kabila, l'ancien président congolais condamné à mort par contumace. Il a lancé avec des opposants une plateforme politique. Il appelle à lutter contre, je cite, la dictature du président Félix Tshisekedi. Les autorités congolaises n'ont pas apprécié. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et puis le soulèvement contre la pollution à Gabès en Tunisie. La colère ne faiblit pas dans cette ville du sud du pays. Les populations continuent à se mobiliser contre un complexe chimique à l'origine de plusieurs intoxications depuis 2 mois. Nos correspondants se sont rendus sur place. Reportage à suivre. Les hommages à Raila Odinga, figure historique de l'opposition kenyane, se sont poursuivis ce jeudi à Nairobi. La dépouille de l'ancien Premier ministre a été rapatriée d'Inde et des milliers de personnes l'attendaient à l'aéroport pour suivre son cortège funèbre dans l'enceinte d'un stade où des partisans s'étaient réunis pour lui rendre hommage. Une bousculade a fait 3 morts. Rebecca Martin. Ils étaient plusieurs centaines à l'aéroport de Nairobi ce jeudi matin pour accueillir la dépouille de Raila Odinga, décédé la veille en Inde. Certains considéraient l'ancien Premier ministre comme leur père et se sentent aujourd'hui orphelins. Nous sommes si tristes au Kenya. Le pays entier est en deuil. Nous aimions tant Baba, le défenseur du peuple. Impossible pour le convoi de se frayer un chemin dans les rues de Nairobi. Après une première cérémonie d'hommage à l'aéroport interrompue par la foule, le convoi a été dévié de sa route jusqu'au stade de Kasarani, où plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées, avant d'être dispersées par les forces de sécurité à coups de tirs de sommation et de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes auraient été blessées dans le mouvement de panique qui s'est ensuivi. Des rassemblements monstres, à l'image de l'immense popularité de Raila Odinga, infatigable opposant politique. 5 fois candidat malheureux à la présidentielle, il aura malgré tout contribué à transformer le Kenya en profondeur. Raila Odinga, je me souviens de lui comme d'un homme qui n'avait pas peur. C'est lui qui a introduit le multipartisme de manière démocratique et la nouvelle constitution de 2010. Le président William Ruto a décrété 7 jours de deuil national pour celui qu'il a qualifié de géant. Après une cérémonie funèbre nationale vendredi, la dépouille sera transférée dans l'ouest du pays, où Raila Odinga est né et où il sera enterré ce dimanche. En bref, à Madagascar, Michael Randrianiri tente de rassurer le colonel qui a pris le pouvoir après la destitution du président Andry Rajoelina et sa fuite à l'étranger. À la veille de son investiture à la tête de la Grande Île, il a affirmé que sa prise de pouvoir n'était pas un coup d'État, mais un ralliement de l'armée aux manifestants. La colère contre la pollution d'un complexe chimique ne retombe pas à Gabès, en Tunisie. Les habitants dénoncent la pollution provoquée par les fuites de gaz toxiques de l'usine. Une pollution à l'origine de l'intoxication de plus d'une centaine de personnes ces 2 derniers mois. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili se sont rendus sur place. Voyez leur reportage. C'est un retour au calme précaire que nous avons pu voir ce jeudi soir à Gabès, après 2 jours de manifestations consécutifs. Ce jeudi, c'était à l'appel de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de la centrale syndicale l'UGTT que plusieurs manifestants et militants écologistes se sont rassemblés en centre-ville. Un important dispositif sécuritaire a été déployé autour du groupe chimique tunisien, dont le périmètre a été complètement bouclé. Dans le centre-ville de Gabès, la colère des habitants ne faiblit pas. Nous avons pu parler à quelques-uns d'entre eux. Notre État doit trouver une solution. Ce n'est quand même pas normal qu'en tant que citoyen, notre revendication soit de respirer normalement. Et regardez quelles solutions ils nous ont apportées. Du gaz lacrymogène et la police. Nous ne voulons pas que la Tunisie redevienne un État policier comme avant. Nous, les habitants à Gabès, nous ne demandons pas simplement le développement ou l'emploi. Nous voulons avant tout être en bonne santé et que nos enfants vivent dignement. Ces mêmes jeunes qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène.
Nos demandes sont claires, le démantèlement du groupe chimique et la fin de cette pollution catastrophique. Les manifestants de Gabès réclament le démantèlement des unités du groupe chimique tunisien, chose qui leur avait été promise par le gouvernement en 2017 mais qui n'avait pas été appliquée. Ils demandent également une enquête indépendante sur les récents cas d'intoxication. Le président de la République, Kais Saied, a lui à plusieurs reprises reconnu le problème environnemental qui se pose à Gabès et a dépêché sur place une commission du ministère de l'Industrie et de l'Environnement pour enquêter. Aujourd'hui, le secteur minier en Tunisie représente 3% du PIB et est dominé à 80% par l'exploitation du phosphate. En Côte d'Ivoire, le candidat indépendant Awa Donmelo s'est rendu dans l'est du pays pour échanger avec la population. L'ancien vice-président du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, notamment connu pour ses liens avec le Kremlin, a détaillé sa vision du souverainisme économique. Le reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. L'ancien compagnon de route de Laurent Gbagbo était dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans la petite ville d'Ayamé, ce jeudi. Pas de grands meetings pour le candidat indépendant, mais des rencontres avec la population. Il leur a présenté son programme centré sur l'emploi des jeunes et le souverainisme. La richesse de la Côte d'Ivoire n'ira plus à l'extérieur, ça reviendra en Côte d'Ivoire. Pour les Européens, il y a de la place. Pour les Américains, il y a de la place. Pour les Russes, il y a de la place. Et pour les Africains, il y a de la place. Mais ce que l'État va aider à s'installer, ce que l'État va aider, eh bien, ça sera les Ivoiriens. L'ancien président du PPACI avait été démis de ses fonctions lorsqu'il avait annoncé son intention de briguer la magistrature suprême. Pourtant, c'est principalement les électeurs de l'inéligible ancien président Laurent Gbagbo qu'il espère convaincre. Il y a certains qui vont venir vous dire que ce n'est pas la peine d'aller voter. Ceux qui veulent que votre situation ne change pas. Ils veulent que celui qui est là reste. Allez-y prendre vos bulletins de vote qui sont déjà disponibles et allez-y sanctionner le gouvernement qui a vendu votre pays. Dès ce week-end, le candidat mettra cap au nord, vers Bouaké, la deuxième ville du pays, avant de commencer une tournée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, fief de sa famille politique. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a lancé avec certains membres de l'opposition une nouvelle plateforme politique et sociale. Tous appellent à résister, je cite, à la dictature du président Félix Tshisekedi, une initiative vivement critiquée par les autorités de Kinshasa. La correspondance d'Aurélie Bazara-Kibangula. La naissance de cette plateforme Sauvons la République démocratique du Congo a été officialisée à Nairobi après 2 jours de conclave. Elle est présidée par Joseph Kabila, l'ancien président qui apparaissait pour la première fois en public après sa condamnation à mort par la justice congolaise pour crime de guerre. Aux côtés de Joseph Kabila, on retrouve notamment son ancien Premier ministre Matata Ponyo et l'opposant Seth Kikuni, mais aussi un membre de la société civile, bienvenue Matumo. Tous disent s'allier pour mettre fin, je cite, à la tyrannie et restaurer l'autorité de l'État. Ils fustigent, disent-ils, l'incapacité du président Tshisekedi à répondre aux multiples crises. Ils appellent au retrait des mercenaires et de toutes les forces étrangères du territoire congolais, sans les citer. Alors le lancement de cette plateforme a été vivement critiqué par les autorités. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a accusé Nairobi de devenir la capitale du complot contre la RDC. Que contient ce livre blanc sur le massacre de Thiaroye près de Dakar? Il a été remis ce jeudi au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a jugé que la coopération de la France dans ce dossier n'a pas toujours été à la hauteur des espérances du Sénégal. Il y a encore de nombreuses zones d'ombre sur les circonstances du massacre par l'armée française des tirailleurs africains en 1944. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao.
On ne connaît pas encore le contenu de ce livre blanc qui a été officiellement remis au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, par le professeur Mamadou Diouf, qui dirige l'équipe d'historiens qui enquête sur le massacre de Thiaroye en 1944. Ce livre blanc est un exercice de libre droit de raconter notre histoire, a affirmé l'historien lorsqu'il a pris la parole. L'équipe d'historiens nous en dira certainement plus lors d'un point de presse qu'ils organisent vendredi. À ce sujet, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de son côté, a mis en doute quelque peu la sincérité de la France de mettre à disposition au Sénégal de toutes les archives du massacre de Thiaroye 44. Je dois cependant exprimer une certaine amertume que la coopération attendue de la République française dans la mise à disposition complète des archives n'a pas toujours été à la hauteur de nos espérances. Mais cette réserve n'a en rien entamé notre détermination à faire toute la lumière sur cette tragédie dans la collaboration avec l'ancienne puissance coloniale. Depuis les commémorations des 80 ans du massacre de Thiaroye 44, l'année dernière, le gouvernement sénégalais a pris des mesures pour rendre hommage davantage aux tirailleurs sénégalais qui ont été tués lors de ce massacre, à travers notamment la construction d'un mémorial ou encore l'enseignement de leur histoire à l'école. Ce soir, on vous parle de Casimir Bettel. Ce jeune Tchadien de 28 ans est un champion de taekwondo. Qualifié au championnat du monde, il a été pendant quelques mois le numéro 1 mondial de taekwondo et dans son propre pays, le Tchad. Harold Girard. Médaillé d'or 8 fois en moins de 2 ans lors de compétitions internationales de taekwondo, Casimir Bettel, qui vit et s'entraîne habituellement en France, est rentré au Tchad pour préparer avec l'équipe nationale les championnats du monde prévus fin octobre. On nous apprend à contrôler notre manière de déplacer, à contrôler également notre adversaire et à savoir là où on doit marquer pour pouvoir avoir des points le jour de la compétition. Donc c'est des techniques très importantes qu'on nous enseigne ici. C'est beau de monter, mais c'est trop vite de descendre si on ne prend pas les précautions pour rester. Donc en Afrique, il a des challengers. Au monde, il a des challengers parce qu'à un moment, il est monté ranké numéro 1, qui est différent des champions du monde. Oui, il peut redevenir numéro 1 mondial, il peut rester sur ce rang de numéro 1 mondial si l'État et les partenaires l'encouragent à participer à beaucoup de compétitions. Et quand Casimir Bettel ne s'entraîne pas, il revient dans l'école de son enfance pour former de jeunes passionnés de la discipline. De la manière dont mes entraîneurs, mes maîtres qui m'ont pris dès le début, m'ont appris le premier pas, de la manière dont ils se sont investis sur moi pour que je puisse arriver aujourd'hui là où je suis. Et je me suis dit pourquoi pas revenir également enseigner, c'est comme enseigner quand j'étais petit aux enfants. Donc ma plus grande motivation, c'est de pouvoir former un autre Bettel Casimir qui va prendre le relais. Un quotidien chargé, mais l'athlète prend le temps de profiter de sa famille. Nous le rejoignons dans la maison où il a grandi. Je suis rentré pour profiter de la famille parce que quand je repars en Europe pour m'entraîner et préparer mes compétitions, je prends du temps là-bas. Généralement, je fais 1 année, 6 mois, donc le temps que je suis au pays, je profite au maximum avec la famille. Son niveau actuel nécessite des moyens. Mais sans ces moyens, il a pu atteindre ce niveau. Donc, c'est toute la famille qui était vraiment fière du travail qu'il a fait. Il nous a honorés. Le sportif continue de chercher de nouveaux sponsors pour le soutenir avant les championnats du monde qui démarreront le 24 octobre prochain à Wuxi, en Chine. Et on termine par cet hommage à Fela Kuti, la légende de l'afrobeat. Il est de retour à Lagos, sa ville natale, à travers une exposition historique qui célèbre sa vie et son héritage. Elle a ouvert ses portes le 13 octobre dernier. Récit d'Emily Boyle. Présentée comme un voyage multisensoriel immersif, cette exposition célébrant la vie et l'art de Fela Kuti a ouvert ses portes dans sa ville natale de Lagos. L'exposition intitulée La Révolution Afrobeat est soutenue par l'ambassade de France au Nigeria et conçue par des membres de la famille Kuti. Il y a tellement de choses que nous faisons pour maintenir le message de mon père vivant. Et pour moi-même, je veux être une Africaine fière et que les gens me connaissent pour cela. La musique de Fela Kuti mélangeait jazz, funk et rythme traditionnel yoruba. Il est considéré comme l'inventeur d'un nouveau style musical, l'afrobeat.
Son génie musical allait de pair avec son activisme. En anglais comme en yoruba, ses chansons politiquement engagées dénonçaient notamment l'oppression du gouvernement militaire nigérian. Cette exposition montre la complexité de la vie de Fela. Il n'était pas unidimensionnel, il n'était pas parfait, et je pense que cette exposition explore en profondeur ces aspects de son caractère. Ses critiques des régimes militaires au Nigeria lui ont valu plusieurs incarcérations. En 1977, des soldats ont même fait irruption chez Fela et ont mis le feu à sa maison, blessant mortellement sa mère, Funmilayo Ransome Kuti, elle-même figure importante du mouvement décolonial et féministe. Après avoir passé toute sa vie à lutter contre les autorités nigérianes, Fela Kuti est désormais officiellement reconnu par le gouvernement pour son influence culturelle et son activisme. C'était un musicien discipliné qui avait étudié la musique à l'école. Sa musique s'est transformée en une lutte pour les droits de l'homme. Il utilisait sa musique pour éduquer les gens, les Nigérians, les Africains. 27 ans après sa mort, Fela Kuti est enfin de retour chez lui. Sa musique et son message d'émancipation semblent plus vivants que jamais. Voilà, fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Je suis Bastien Renouille, correspondant de France 24 à Nairobi. Je couvre l'actualité de l'Afrique de l'Est. Retrouvez-moi dans le journal de l'Afrique et dans les autres éditions des journaux de France 24. Bastien Renouille, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Pas de solution de chauffage performante. Sans conduit de qualité. Vous regardez la météo avec Cheminée Poujoula. Du conduit à la sortie de toit pour plus de confort. Cheminée Poujoula, fabricant français depuis 1950. Faites place à la météo avec les fenêtres Tecnal.